Eh bien, bonjour Marion, merci d'être avec nous ce matin pour poursuivre cette demi-journée dédiée au knowledge management. Et on va aborder ensemble un sujet qu'on a déjà traité un petit peu dans la session précédente, qui concerne bien sûr le cycle de vie de la connaissance. On va parler collaboratif notamment, et ça tombe très bien puisque Virgile en a parlé lui aussi. Mais avant cela, peut-être Marion, est-ce que vous voulez vous présenter aussi Kentika en quelques mots? Vous avez la main sur le support de présentation que je partage. Merci Fabien pour cette introduction. Effectivement, je vais me présenter et puis présenter Kentika. Donc, Marion Batteux, donc directrice générale et product manager chez Kentika. Je vais intervenir aujourd'hui au titre de trois de mes casquettes. Une casquette conseil, puisque j'accompagne un certain nombre de nos clients dans la mise en œuvre et puis surtout les évolutions de leurs applications. Une seconde casquette plus orientée donc produit avec j'ai une intervention régulière sur mes domaines, sur les aspects de conception et d'orientation de la roadmap de Kentika. Et puis un troisième casquette qui est plutôt représentant design. Alors je ne parle pas là uniquement de design des interfaces et de l'expérience utilisateur, mais aussi design en tant qu'apport méthodologique, puisque c'est le milieu dont je suis issue avant d'arriver chez Kentika il y a quelques années maintenant. Donc Kentika, on est donc éditeur et intégrateur français du logiciel et de ses modules. Donc on a la maîtrise complète de l'applicatif et également donc on a une équipe conseil, donc avec des équipes expertes, métiers et solutions qui permettent d'accompagner nos clients pour construire une adéquation qui va être pérenne entre leurs besoins et leur donner la solution. C'est également donc une solution qui a la particularité d'être souple, ouverte, évolutive. Donc, dans le domaine du knowledge management, ça nous permet d'accompagner chaque organisation dans le pilotage de ses connaissances, avec toujours en ligne de mire d'être au service de la performance opérationnelle de l'organisation. Et ensuite, cette souplesse est apportée par un certain nombre de briques complémentaires qui vont nous permettre de construire des applications donc, en plus ou pas du volet knowledge management, orientées donc, de veille, de gestion documentaire, de jet, d'intranet. Donc, on a une souplesse et une hybridité importante qu'on va pouvoir mettre en œuvre auprès de nos clients, qui soient aussi dans des domaines variés, donc qui sont à la fois des grands comptes, industries, télécoms, des institutions, des collectivités, un certain nombre d'acteurs aussi dans l'audit et le conseil, parce qu'évidemment la gestion des connaissances est un sujet clé, ou d'organismes professionnels. Voilà. Et puis j'ai entendu quelques enjeux qui ont été déjà cités par Virgile Lingu, donc on va aller continuer dans ce sens. Les enjeux de nos applications orientées gestion des connaissances, ça va être effectivement de pallier à la fuite des cerveaux, donc notamment lié à des départs à la retraite d'experts, à des questions aussi parfois de turnover. On a des organisations où les personnes restent pas forcément longtemps, en capitalisant donc pas seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire, qui est vraiment la valeur ajoutée de l'organisation, et dont on perd forcément un pan quand quelqu'un quitte l'organisation, quand un expert quitte l'organisation. L'infobésité, donc on a parlé de volume, donc voilà, pour traiter intelligemment et encore plus aujourd'hui à l'ère de l'IA, des volumes importants à la fois en termes de volume conservé, mais aussi de volume en termes de flux d'informations. Répondre aussi au travail hybride, donc un accès à l'information partout, tout le temps, quand l'utilisateur en a besoin. Et plus que jamais, au vu du contexte géopolitique global et en matière d'IA en particulier, la souveraineté et la maîtrise des données stratégiques est vraiment un enjeu au cœur qui remonte jusqu'à la conception du logiciel et qui transparaît à tous les niveaux. Super, donc cette fois, est-ce que la connaissance est un actif vivant ou pas? A priori, donc oui, vous le disiez, Marion. Tout à fait, donc je vais totalement aller dans le sens de Virgile Lingu. La connaissance, c'est non seulement un actif vivant, mais elle est organique, donc elle naît, elle grandit, elle se reproduit notamment avec des fonctionnalités de collaboration et elle meurt parce qu'elle va éventuellement être arrivée à une fin de cycle, à une obsolescence.
qui peut être aussi le départ d'un nouveau cycle, on le verra un peu plus tard. Pour que cette connaissance puisse être vivante, on va éviter de construire ce qui peut être l'écueil d'un certain nombre d'organisations de construire un musée des lacs de connaissances, donc dépenser beaucoup d'argent pour documenter, passer du temps à se documenter, stocker des contenus, mais qui vont avoir l'écueil d'être statiques et donc généralement pas forcément en phase avec les besoins terrain, les besoins des utilisateurs. Pour ça, nous, on va proposer une approche plutôt écosystémique des choses qui va être pour construire un environnement favorable au développement des connaissances. Donc, ça va passer par évidemment par un outil qui va permettre à la fois de décloisonner l'information, toujours, on revient à ce mantra-là, et puis évidemment d'accompagner la mise en place de nouvelles pratiques, la prise en main des outils, les évolutions de l'outil, par de l'accompagnement, on parlait de formation tout à l'heure, donc on est complètement là-dedans. On parlait aussi de collaborateurs qui vont pouvoir évangéliser, notamment des experts qui vont pouvoir construire des communautés de connaissances. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants pour la mise en place de systèmes de gestion des connaissances, système au sens large, pas uniquement la partie technique, qui vont pouvoir fédérer les collaborateurs autour de ces pratiques. Toujours avoir une approche itérative des choses pour pouvoir faire évoluer donc les outils et les pratiques. Parfait, très clair, merci beaucoup. Alors, Marion, on parle très souvent de qualité des connaissances et je voulais revenir avec vous sur ce terme. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément et en quoi cette qualité, elle va avoir une importance particulière dans le knowledge management ou plus globalement d'ailleurs dans la vie de l'entreprise? En matière de qualité des connaissances, on va reposer sur 4 piliers: la fiabilité, l'accessibilité, l'actionnabilité, l'actualité. La fiabilité d'abord, c'est le fait de pouvoir que l'utilisateur ait, pour construire cette confiance dans les contenus, pouvoir avoir notamment des notions de sources identifiées, de contenu vérifié, validé par des experts qui vont permettre à l'utilisateur de ne pas douter et devoir y faire des vérifications à chaque fois qu'il va être en contact d'une connaissance, d'un objet de connaissance. L'accessibilité, donc c'est le principe de permettre à l'utilisateur de trouver la connaissance en quelques clics, la réponse à sa question en quelques clics. Donc là, on va s'appuyer sur des moteurs de recherche qui non seulement sont performants, mais ça ne suffit pas toujours, qui vont être aussi adaptés à la manière dont les utilisateurs font leurs recherches, à la manière dont les contenus eux-mêmes sont construits. Et ça va aussi dépendre de chaque organisation, aussi au vocabulaire de chaque organisation. Même si la recherche sémantique aujourd'hui, de nombreux apports là-dessus et en termes de compréhension des termes. Maintenant, il y a aussi des spécificités de langage qui restent propres à l'organisation, qui est toujours bien de pouvoir aussi piloter en parallèle. Ça va passer aussi par une bonne hiérarchie de l'information, une bonne organisation des choses qui va permettre à l'utilisateur de rapidement identifier où se trouve l'information qu'il recherche. Et enfin, pouvoir aussi lui fournir un certain nombre d'outils type raccourcis, par exemple, très basiques, qui vont lui permettre de pouvoir très rapidement accéder à l'information dont il a besoin. L'actionnabilité, donc c'est le fait que la connaissance produite, capitalisée, elle permette à la personne de prendre des décisions, d'agir, qu'elle soit réellement au service de l'action. Et ça, c'est un enjeu vraiment majeur. C'est ce qui permet que la gestion des connaissances soit vraiment au service de la productivité opérationnelle de l'organisation. Et enfin, l'actualité, donc là, c'est de s'assurer que la connaissance qui est mise à disposition est encore vraie aujourd'hui. C'est notamment particulièrement important quand on est dans des contextes où la conformité est un enjeu, savoir quelle est la norme à jour et applicable aujourd'hui, et puis pouvoir aussi retrouver éventuellement celle qu'il était hier. Et puis, dans les domaines du droit, le fait de pouvoir avoir l'information la plus à jour et potentiellement plus à jour que la partie adverse. Là, on a des domaines où c'est un élément extrêmement clé puisque ça va notamment donner un avantage concurrentiel potentiellement clé
pour gagner une affaire. Oui, super important, donc effectivement cette qualité des données et pourtant, elle est assez souvent, mise à mal dans le cadre du cycle de vie de la connaissance. À quelles étapes justement est-ce qu'il peut y avoir des risques pour cette, qualité, de la connaissance? Comment la garantir à contrario et peut-être aussi, comment Kentika, vient s'imbriquer, dans tout ce processus? Alors, elle vient s'imbriquer à plusieurs niveaux. En premier lieu, on a une notion de qualité des entrants. L'enjeu ici, ça va être savoir identifier et hiérarchiser les besoins pour ne pas perdre du temps, voilà, collecter, documenter et bien organiser des contenus qui finalement, constitueront du bruit pour l'utilisateur. Donc ça, on va s'appuyer sur plusieurs niveaux. On va aller s'appuyer sur des remontées de terrain. Donc ça peut être du plus informel au plus formel, hein, de l'échange, informel avec les d'autres collaborateurs. Mener des entretiens aussi de découverte pour aller creuser voilà, les à la fois de quoi les utilisateurs ont besoin, qu'ils expriment, mais aussi comment, concrètement ils s'y prennent, pour aller, rechercher l'information et identifier quelles sont les pratiques réelles pour pouvoir donc si elles sont pas adaptées, proposer des solutions pour y pallier et puis, s'il y a des pans, qu'on se rend compte qu'on ne couvre pas, ce qui arrive, hein, régulièrement quand on mène ces entretiens de découverte, voilà. Toujours une approche très ouverte, pas orientée outils à ce stade et ça peut être aussi au travers d'ateliers de travail avec les collaborateurs ou certaines communautés collaborateurs et puis il y a des choses aussi qu'on va pouvoir inférer, c'est-à-dire, par exemple, en analysant les recherches effectuées par les utilisateurs, notamment, pour l'exemple le plus, évident, celles qui n'ont donné aucun résultat. Alors soit c'est parce il y a des contenus et il y a des adaptations, à faire au niveau de l'outil. Ça c'est il y a l'approche itérative des choses, et les traitements de langage. Mais ça va être aussi, est-ce qu'il y a un trou dans la raquette en termes de contenu? Et ça, l'analyse de ces recherches, des tendances, va permettre de détecter, des nouveaux besoins au moment où les utilisateurs commencent à en avoir besoin. Et puis ça peut être aussi des demandes, ensuite, voilà, concrètes et directes de mise à jour des contenus par des utilisateurs. Mais qui est vraiment une étape clé et qui doit être ancrée dans le concret. La deuxième, ça va être, donc ensuite au moment de la production de l'information. Donc là, entre les 2, entre l'identification des entrants et la production, donc on va essayer de ce qui est important, c'est d'aller ritualiser un petit peu la prise de décision avec pour la partie production, avec une implication du management pour s'assurer, voilà, de leur sponsoring sur la production de connaissances par les équipes. On va des rituels réguliers pour venir prendre des décisions sur quelles sont les orientations de l'organisation en termes de production de connaissances? Ensuite, ça va être au niveau des outils, hein, de venir faciliter cette production. Donc à la fois pour nous, voilà, faire gagner du temps, accélérer les processus. Donc là, on parlait de production assistée et garantir aussi une bonne cohérence des contenus. Donc là, on va s'appuyer sur des notions notamment des templates, hein, qui vont permettre aussi de réduire la charge cognitive de l'utilisateur au moment où, il va, démarrer, sa fiche de connaissances, par exemple, qu'il ait déjà les sections, la structure, alléger sa charge cognitive et en même temps faire en sorte qu'il y ait une consistance dans l'encodage des contenus qui, donc a une utilité pour derrière, la prise en main par les autres utilisateurs. Il y a du récurrent, il y a des points de repère, mais aussi par les machines, en termes d'interopérabilité, de recherche, et d'IA. Voilà, cette structuration, homogène des choses a vraiment, de nombreux apports, permet d'aller plus loin. Et évidemment, donc collecte automatisée, c'est parce que quand on parle de production, ici, hein, c'est une production au sens large, c'est-à-dire qu'effectivement, on a la production par les collaborateurs, mais ça peut être aussi, d'acquisition de connaissances, qui existent par ailleurs. L'idée n'est pas de réinventer, la roue systématiquement si le contenu existe déjà. Donc validation, donc ça, c'est notamment sur les contenus, produits, ce qui va, attester de la fiabilité du contenu. Là, on va s'attacher pour garantir, voilà, que ce cycle reste, fluide et ne pas créer, de goulot d'étranglement, qu'on a un niveau de complexité qui va être adapté pour éviter, et d'avoir en parallèle des
processus qui sont, eux, lisibles. Généralement, ça va ensemble. Tout ça pour à la fois, donc fluidifier et puis faciliter l'appropriation des choses par les collaborateurs et par les gestionnaires aussi d'ailleurs. La mise à disposition, donc là, des canaux adaptés, une maîtrise fine des droits d'accès pour assurer que, voilà, un document qui serait, sensible, confidentiel, ne soit toujours visible que par les personnes qui ont les autorisations de le consulter. Ça permet notamment, hein, de lever certains, frein, parfois au partage d'informations. J'aimerais bien partager avec certains collaborateurs, notamment avec ma direction, par exemple, mais je ne souhaite pas forcément ou il n'est pas souhaitable que toute l'organisation y ait accès. Le fait que tout ça soit maîtrisé et lisible et repose sur des choses, voilà, à la fois qui se voient en interface pour rassurer l'utilisateur et qui sont faciles à paramétrer pour l'utilisateur, sont extrêmement importants. Et puis, bah, une fois qu'on a mis à disposition l'information, elle va vivre dans le système et puis, on va pouvoir ensuite analyser les choses. Par exemple, analyser les recherches, analyser qu'est-ce qui est consulté, qu'est-ce qui ne l'est pas, revenir, voilà, de manière itérative, redéfinir les besoins et également identifier éventuellement quand les documents sont obsolètes dans l'optique de ne plus les proposer pour que l'information qui, elle, est proposée soit, au maximum toujours à jour. Et là, on va donc on a un peu 2 issues possibles, hein. Soit on archive ou on supprime selon les plans de conservation, soit on décide de mettre à jour le contenu en question et il vient réalimenter la boucle. Parfait, merci beaucoup. Quid, de la brique collaborative? C'est vrai que c'est quand même, une étape, importante. Virgile, encore une fois, l'évoquait précédemment. L'idée, c'est que la connaissance soit quelque chose, un actif, mutualisé et partagé par tous. Comment cette brique collaborative, du coup, elle vient s'intégrer à cette maîtrise de la qualité de la connaissance? Alors, effectivement, non, c'était évoqué dans l'introduction de Virgile Lingue, hein. On a notion de rendre les choses beaucoup plus bottom up et moins top down et là, on va aller dans le sens de aussi, faire en sorte d'aller plus près des besoins parce qu'on sera plus près des collaborateurs. Donc on va effectivement s'appuyer sur, les interactions donc voilà, oui, commentaires, des échanges, des partages de notes, des demandes de mise à jour qui vont, venir, enrichir une connaissance, initialement produite avant de voilà. Mais tout ça repose sur effectivement, hein, cette notion de culture, et celle-là, on est vraiment dans l'organisationnel. Pour que ça fonctionne, il faut réussir à construire. Ça se fait progressivement, hein, ça se fait pas du jour au lendemain quand on parle de culture. Mais voilà, construire cette culture de partage de la connaissance. Là, un écueil, hein, auquel on pourrait se dire, voilà, bon, c'est ce qu'on va faire, pour répondre à cet enjeu-là. C'est de dire, bah, voilà, on va mettre des objectifs, aux collaborateurs. Voilà, tiens, vous devez travailler, partager 3 3 co 3 connaissances par période et puis, vous serez, voilà, objectivés là-dessus. Ça généralement, ça ne fonctionne pas, hein, c'est des objectifs qui sont quantitatifs, qui donnent lieu généralement à des partages alors soit de les redondances, des duplications de contenus existants, ou encore à des contenus qui sont, peu utiles ou de pauvre qualité, donc pas l'ensemble, mais c'est un peu tout ce qu'on cherche à éviter ici, puisqu'on parle de qualité de la connaissance, donc ce serait totalement desservir. Donc là, on va plutôt s'appuyer sur voilà, des éléments qui vont être favorables. Donc on va valoriser les contributeurs, pouvoir indiquer par exemple, sur une fiche, qui l'a produite, accompagner le changement, former, s'assurer de fédérer une communauté de contributeurs et de collaborateurs qui vont être en capacité ensuite d'aller évangéliser auprès des équipes. Ça, c'est voilà, vraiment un élément, extrêmement important et puis la réussite de l'ensemble repose aussi sur le niveau gouvernance, sur, voilà, une définition claire. Quels sont les rôles et responsabilités de chacun à chaque étape, du cycle de vie et de pouvoir mettre en face des interfaces qui sont claires,
qui sont adaptés au profil de la personne, que la personne qui est en charge du pilotage de la production d'un contenu, elle aura toutes les informations sur son cycle de vie, la traçabilité, les étapes, etc. Mais qu'un utilisateur qui est simplement là pour aller consommer ce contenu-là, on lui masque toute cette complexité, qu'il ait uniquement les informations dont il a besoin. Donc, on peut garder des éléments de traçabilité du type quand est-ce que ça a été mis à jour, qui est l'expert qui a validé, qui vont être des éléments de réassurance, mais pas tous les éléments de process qui vont venir alourdir les interfaces et rendre l'information elle-même moins accessible. Et puis, donc, outiller la production de connaissances, hein, donc les interfaces, mais aussi, donc, même si c'est pas compliqué à mettre en œuvre, hein, des modèles, des templates, donc pour de l'homogénéité et puis lever l'angoisse de la page blanche du collaborateur qui va savoir pas où commencer, ce qu'il doit renseigner. Et puis outiller, ça peut être aussi voilà, de fournir dans l'application des éléments de type des FAQ, des notes internes qui vont accompagner aussi l'utilisateur qui se poserait des questions sur le processus en général, qui peut accéder à ce que je produis, etc. Et puis évidemment des interfaces avec des workflows et des tableaux de bord qui vont être adaptés à chacun pour pouvoir piloter, suivre les productions de connaissances. Super, merci beaucoup. Autre écueil éventuellement, et pareil, on en a parlé précédemment, ça va être l'actualité de la connaissance partagée. Moi, je vais plutôt parler d'obsolescence dans ces cas-là. Pourquoi, comment gérer finalement cette obsolescence qui peut être vraiment un point excessivement critique et même parfois oublié dans le cadre de la gestion des connaissances? Effectivement, l'obsolescence, ça doit pas être une gestion réactive, mais vraiment une approche proactive dont on tient compte, dans la construction du cycle de vie. Pourquoi, hein, dire, on est capable de gérer des gros volumes d'informations. Pourquoi est-ce que, le fait d'archiver ou voire de supprimer des contenus obsolètes, c'est important? Bah, c'est pour des notions de confiance. Confiance de l'utilisateur dans la fiabilité des contenus. Quelqu'un qui va aller, refaire une recherche, trouver un contenu, s'appuyer dessus, avoir construit, un livrable, à partir, en s'appuyant dessus, puis qui, in fine, se rend compte qu'il était obsolète et qu'il doit recommencer la moitié du travail. Il va perdre la confiance dans l'outil et là, ensuite, pour la reconstruire, voilà. Il y a le triple de travail, à produire. Si une information est fausse une fois, il y a des chances que l'utilisateur ne revienne pas. Donc, s'assurer que voilà, tous les contenus mis à disposition sont fiables ou au moins que, quand on a détecté qu'ils étaient éventuellement obsolètes ou qu'ils le sont assurément, mais qu'ils restent à disposition, l'utilisateur en soit alerté, au niveau de l'interface. Tout ça, ça se pilote. Ça se pilote, donc on va pouvoir mettre à la fois en place des outils qui vont permettre de planifier. Par exemple, on sait que les études, on a défini que tous les 2 ans pour vérifier que les entrants sont toujours notamment les plus à jour et qu'il n'y a pas de données plus récentes sur le sujet. On les revoit. Donc là, on va planifier au moment de la mise à disposition du document, qu'il y a une date de révision et au moment où cette date de révision est atteinte, on va alerter les personnes, qui sont à ce moment-là, les expertes sur le domaine, parce que ce ne sont pas forcément les mêmes qui ont produit le dossier initialement, soit alertées et puissent, ensuite, choisir ce qu'elles mettent à niveau ou pas. Mais ça va aussi s'appuyer sur on a des systèmes qui vont permettre de détecter sur la base de règles métiers, ce contenu est probablement obsolète. Donc là, ça va être par exemple, en s'appuyant sur, des volumes de consultation. Ce contenu, il a pas été consulté dans les 6 derniers mois. Visiblement, il l'intéresse pas. Est-ce qu'il y a un quelle peut être la raison? Et notamment, souvent, l'obsolescence, est une réponse. Et puis, on va avoir aussi on est un peu entre les 2, hein, des règles du type, si une norme, bah, il y a une nouvelle norme qui a été émise et qui abroge la précédente, a priori, la précédente est obsolète. Dans ces cas-là, généralement, on l'archive, hein. C'est important de savoir aussi, quelle était la norme, en vigueur, dans le passé si on a besoin voilà, d'y revenir sur,
pour savoir quelle était la norme applicable au moment de cette analyse a été faite, par exemple, mais proposer à l'utilisateur toujours la version la plus à jour. L'idée de ce pilotage, hein, c'est que donc il y a des automatismes de suppression, d'archivage, mais aussi la possibilité pour les experts de prendre des décisions, agir, hein, quand on met à jour un contenu ou est-ce qu'on l'archive ou est-ce qu'on le supprime quand il y a un doute. Parfait, merci beaucoup Marion. On va prendre encore une petite dizaine de minutes pour bien entendu compenser le retard pris en début de session. Mais avant de se quitter, bien entendu, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez des cas concrets pour illustrer tous ces éléments qu'on vient de voir ensemble? Alors, je vais vous parler de GECO, donc qui est la solution collaborative de pilotage des études de l'ADEME. Donc là, on parle de plusieurs centaines de personnes avec des rôles différents potentiellement, qui vont être impliqués dans de l'émergence de l'idée de produire une étude jusqu'à son obsolescence. Donc là, on a mis en place, donc tout ce travail est le fruit d'un travail en collaboration avec un projet mené en mode agile, avec une implication des utilisateurs à de nombreuses étapes du projet. Donc voilà, on est dans la philosophie, hein, que j'ai essayé un petit peu de faire transparaître, dans mon propos. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de rendre visible le cycle de vie pour aussi, des enjeux d'adoption par les collaborateurs, hein, parce que quand on a commencé le projet, on avait, la moitié, un peu moins de la moitié de ces étapes-là qui étaient dans le processus, hein, donc qui a été, vraiment enrichi. Et aujourd'hui, on va de l'émergence de l'idée, avec entre l'émergence et la programmation, des instances de décision, qui permettent, de s'assurer que ce qui est produit, est en adéquation avec la stratégie de l'agence et qu'il n'y a pas aussi également de, redondance, hein, puisqu'il est tout à fait possible qu'une même idée ait émergé, dans 2 directions différentes. On va pouvoir suivre ensuite toute la phase de production des livrables, que ce soit des livrables donc produits en interne ou des études qui sont commandées, en externe et ensuite suivre pour la partie mise à disposition et là, on parle de mise à disposition pas uniquement de l'interne, mais aussi du grand public, hein. Donc là, c'est une application qui vient alimenter la librairie ADEME qui est pour le coup là, une application qui est ouverte, au grand public, donc et on va pouvoir piloter, les différentes étapes de production des livrables à destination du grand public, et suivre, de la prépublication à la publication en passant et ensuite, la dépublication une fois que le contenu, est obsolète ou qu'il y a notamment quand il y a un contenu plus à jour qui est produit. Oui, effectivement, vous avez, le lien puisque ce cas sera, Exactement. étudié en détail, à Documation, donc j'animerai, avec, cette fois-ci des collaborateurs, de l'ADEME, un atelier sur le sujet. Et donc Parfait. Oui. pour piloter donc pour les personnes qui pilotent pas uniquement leur étude, mais notamment pour les personnes qui sont en charge de la valorisation pour, toute une direction, par exemple, on a mis en place des interfaces de type tableau de bord, avec des indicateurs, adaptés au profil de chacun en termes de pilotage et qui leur permettent de suivre à tout moment où ils en sont dans le processus, quel est le nombre de fiches qu'ils ont aux différentes étapes, avec un ensemble, aussi de chiffres clés qui sont également des raccourcis, hein, évidemment. On n'est pas sur des interfaces statiques. Voilà et donc le contenu va être adapté en fonction du profil du collaborateur. Super, merci beaucoup Marion. Alors malheureusement, on court après le temps ce matin, Oui, je donc on ne ça fait pourra un pas peu en court. dire tellement plus. Mais encore une fois, effectivement, si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus, n'hésitez pas à venir à venir assister à cet atelier qui se tiendra donc sur le salon Documation avec l'ADEME. Et encore une fois, c'est rare et très précieux, donc je vous recommande, si je peux, je viendrai voir aussi. Super. Avant de conclure, éventuellement, un petit point quand même sur l'IA, puisque c'est la grande technologie émergente depuis plusieurs années maintenant, mais d'autant plus sur le marché du knowledge management. Là encore, Virgile en a parlé un petit peu précédemment et on en parlera encore un peu plus tard ce matin. Selon vous, est-ce que l'IA, ça représente plutôt une menace ou une opportunité en matière justement de qualité des connaissances qu'on a évoquées précédemment? Est-ce que l'IA peut finalement devenir
un tiers de confiance dans l'évaluation ou la mise à jour des connaissances? Alors l'IA sans knowledge management, elle est aveugle. Elle peut avoir tendance à voir un peu flou. Donc on va avoir des problématiques d'hallucination, si les contenus contiennent des erreurs, de propagation d'erreurs, généralement une absence de connaissance de ce qu'est la confidentialité, les droits d'utilisation, autour des données, à partir desquelles elle a été entraînée. Mais le KM est une opportunité pour l'IA, pour les organisations. Elle va venir vraiment être le comment? L'histoire de l'IA de l'organisation. En termes de qualité, elle va pouvoir aider, en accompagnant la production. Donc là, avec des outils, pour aller faire de l'extraction de données, de la suggestion d'informations, et cetera, pour enrichir les métadonnées. Donc là, on est sur de l'analyse, rapprocher l'utilisateur de la connaissance parce qu'elle va par plusieurs aspects, hein, parce qu'en lui fournissant une réponse directe avec les sources indiquées, elle va permettre à l'utilisateur d'accéder plus rapidement à une réponse dans des volumes et une complexité de données potentiellement importantes. Elle va faire ce travail de synthèse en se basant sur des données, vérifiées et pouvoir, voilà, rapprocher la connaissance de cette manière-là de l'utilisateur et puis elle va également, voilà, assister, avec, là on revient plutôt sur de l'analytique, sur, le pilotage des connaissances. Voilà, donc l'IA remplace pas l'expert, elle lui donne du temps par les outils de productivité. Et le KM pour l'IA, c'est lui qui fait que l'IA peut être un tiers de confiance parce qu'elle est alimentée avec des données qui sont de qualité, vérifiées. Si vous mettez, des éléments faux dans l'IA, elle va vous ressortir des éléments faux. Hem, Si vous mettez des éléments vérifiés, elle va s'appuyer sur des éléments vérifiés. Vos connaissances, votre valeur ajoutée en termes de savoir-faire, qui vont, voilà, venir être capitalisés dans les systèmes de KM, vont permettre de rendre l'IA spécifique, à votre contexte, à vos besoins, à vos collaborateurs et lui apporter les éléments qui vont commencer à constituer une histoire de vos IA.